Donc, rebonjour tout le monde, bienvenue dans notre autre cours d'INF 5111. Aujourd'hui, on retombe dans notre track de programmation, dans notre track de Python. On avait été voir la dernière fois différentes structures de contrôle qui nous permettaient de prendre un programme qui habituellement était séquentiel, linéaire, puis être capable de commencer à rajouter des fonctionnalités de conditionnels, des répétitions d'instructions. Donc, on avait vu les conditionnels avec les if et les boucles while et for qui nous permettaient de commencer à jouer avec le flux d'instructions. On va regarder un autre outil qui nous permet de travailler avec ça aujourd'hui, qui est le principe de fonction. Donc, le principe d'une fonction, c'est d'être un bloc de code, une série d'instructions qui va pouvoir être réutilisé mais à n'importe quel autre moment de mon programme. Donc, contrairement, mettons, à une boucle qui répète plusieurs fois de manière séquentielle, tu commences la boucle, puis là, tu as fait, puis quand tu arrêtes, ben, tu ne refais plus cette boucle-là. Donc, les fonctions, c'est un peu le même principe de je veux être capable de réutiliser du code, ne pas avoir à le réécrire plusieurs fois, mais c'est dans le but de l'utiliser à différents endroits de manière facile et conviviale. Donc, on a déjà utilisé des fonctions. Donc, il y a plein de fonctions qui étaient de différentes librairies. On a vu plein de méthodes qui étaient avec Pandas. Donc, le principe d'appeler une fonction, d'être capable d'envoyer des paramètres à la dite fonction, d'être capable d'avoir le résultat de la dite fonction, ben, c'est des choses qu'on reconnaît déjà comme étant utiles. Là, ici, ce qu'on va voir de plus, c'est comment est-ce que nous, on peut rajouter, comment nous, on peut écrire des fonctions pour être capable de les utiliser par la suite dans nos différents programmes. Donc, on avait déjà utilisé des fonctions input, print, les fonctions de... puis les méthodes, c'est des fonctions d'objets, mais toutes ces différentes fonctions-là, le principe d'avoir un nom spécifique, puis là, d'avoir une possibilité d'avoir des paramètres, ou des arguments en entrée, puis que ça nous donne possiblement un retour, une réponse, un résultat que nous, on peut utiliser. C'est qu'est-ce qu'on va vouloir être capable de faire avec des fonctions. Fait que, on va voir que quand on veut utiliser nos propres fonctions, ça va venir en deux étapes. Il va y avoir une première étape de description de la fonction, puis une deuxième étape d'utilisation de la fonction. Fait qu'on va commencer avec une description d'une fonction minimale, puis on va construire, puis on va rajouter des choses par-dessus pour voir qu'est-ce que ça peut nous donner avec les différentes options possibles de notre langage de Python. Fait que si on descend un petit peu ici, là, on va aller voir ici comment fonctionne la description d'une fonction. Donc, le principe ici, c'est on a le mot-clé def. Donc, si on s'en va voir ici, on peut aller dans notre environnement collaboratif de Google Colab, puis là, commencer à faire un nouveau notebook, commencer à écrire là-dedans. On est rendu habitué à cette partie-là. On sait que je peux écrire des choses, puis que là, quand je pèse sur Play, bon, la première fois, ça se connecte pendant un instant en arrière de ma face, puis une fois que c'est fait, ça me donne le résultat. Donc, je peux, à l'intérieur de ces cellules-là, commencer à faire une définition de fonction. Donc, la première étape, quand je veux utiliser une fonction de mon propre cru, ça va être de la définir. Fait qu'on utilise le mot-clé def, D-E-F, pour define. Puis, à partir de là, je peux décrire un nom de fonction. Donc, comme les autres identificateurs, quand on crée, mettons, des variables, c'est à moi de décider c'est quoi le nom de la fonction. C'est les mêmes règles que pour les variables, ça veut dire des lettres, des chiffres, on commence avec des lettres. Ensuite, on va avoir des parenthèses, on va pouvoir mettre des choses dans les parenthèses, mais pour l'instant, on va juste mettre des parenthèses. Puis là, après ça, il faut définir le bloc de code qui va être attaché à la fonction. Fait qu'on avait vu, quand on avait vu les structures de contrôle, que quand on veut travailler avec des blocs de code, puis qu'on veut attacher un élément à un autre, on peut utiliser le 2 points. Donc, c'est ça qu'on utilisait qu'avec le if, avec le while, avec le for. Puis qu'à ce moment-là, quand on commençait à, après la ligne avec le 2 points, on avait
une indentation, hein, un décalement du rebord qui me permettait d'indiquer, ben ça fait partie de la fonction, c'est rattaché avec qu'est-ce que j'ai décrit plus haut. Donc, à l'intérieur de la définition de la fonction, là, je peux commencer à mettre différentes instructions. Donc là, on va juste mettre des instructions d'affichage. Je suis dans la fonction. Quelque chose comme ça. Puis là, si hein, je veux continuer normalement, donc hein, tant que c'est indenté, ça va faire partie de la fonction. Mais si je veux que ça l'arrête de faire partie de la fonction, je vais le décaler hein, en fait, je vais le recaler avec le rebord pour être capable d'avoir ici mon programme normal. Fait que là, ici, si j'exécute ça, hein, donc on clique sur le gentil bouton Play, on va voir que ça l'exécute la cellule. Puis en exécutant la cellule, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça l'exécute seulement la partie du programme principal. On voit ici que la définition de la fonction, c'est comme si ça n'avait rien fait. Ça n'a pas rien fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit la fonction. Hein, fait qu'on l'a noté, puis on l'a comme mis de côté dans une petite bibliothèque. Puis on s'est dit, ben, si je veux l'utiliser, cette fonction-là, voici ce qui va arriver quand je vais appeler, quand je vais utiliser la dite fonction. Fait que notre première partie, quand on veut décrire une fonction, ça va être la définition de la fonction. Mais il va y avoir une deuxième partie, parce que juste à définir, c'est comme écrire une recette, mais ne jamais faire la recette. Donc, il va y avoir une deuxième partie qui va être l'utilisation ou l'appel de la fonction. Puis ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Appeler des fonctions, on a fait ça plein de fois. Donc, tu utilises le nom de la fonction, tu mets des parenthèses, tu mets des paramètres s'il y a besoin de paramètres. Là, dans ce cas-ci, on vient de décrire une fonction très minimale. Donc, il n'y a pas d'éléments additionnels à avoir. Donc, je peux tout simplement faire un appel, donc en utilisant le nom de la fonction, en utilisant des parenthèses, dans ce cas-là, vides. Puis là, si j'exécute de nouveau mon programme, je peux voir que j'ai le premier print. Puis après ça, quand ça appelle la fonction, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre une petite pause, il va aller où c'est que j'ai défini la fonction, puis il va aller exécuter ces différentes instructions-là. Une fois qu'il est terminé, qu'est-ce qu'il fait? Il revient puis il continue. Fait que ici, si je print on va dire après un appel, puis là, je peux même, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que je peux même avoir plusieurs appels à ma fonction. On met des numéros comme ça va être plus facile à les spotter par principe. Donc, à l'intérieur de ça, je peux voir quand j'exécute ça, ça commence, ça définit la fonction. Il n'y a rien qui se passe juste avec la définition. Fait que là, ça roule le programme principal. Ça l'affiche le premier print. Ensuite, ça l'exécute l'appel de la fonction que j'ai définie préalablement. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller les chercher à l'intérieur. Ça va les exécuter. Après ça, qu'est-ce que ça fait? Ça revient où c'est que c'était rendu. Ça continue l'exécution normale. Fait que là, on peut voir que j'ai l'affichage de la fonction. Puis après ça, je retourne dans mon programme principal. Je réinvoque, je réappelle, je réexécute. Tout ça, c'est synonyme. Ma fonction, que j'ai appelée littéralement ma fonction. Fait que ça revient en haut. Ça réexécute ces instructions-là. En ce moment, c'est juste des prints, mais ça pourrait être des calculs. Ça pourrait être d'aller chercher des données quelque part. Puis, après cet appel-là, ça continue normalement dans la séquence initiale du programme principal. Puis, ça va afficher ici l'autre print avec l'appel numéro 2. Donc, ici, on a les fondements de l'utilisation de fonctions qui me permet de dire, ben, j'ai une définition de fonction. Une fois que j'ai la définition de fonction,
je peux l'invoquer puis faire un appel à cette fonction-là. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec les notebooks en Python, c'est qu'une fois que j'ai fait la définition, puis que j'ai exécuté le bloc avec la définition, je peux commencer à utiliser cette fonction-là dans n'importe quel autre bloc. Donc, je peux définir un paquet de différentes fonctions, puis commencer à les utiliser dans d'autres blocs par la suite, sans problème. Donc, on a ici notre première rencontre avec le principe de création de fonctions, puis après ça, utilisation de dites fonctions. Fait que ça, c'est comme le minimum viable pour être capable d'utiliser des fonctions. Alright. Mais là, c'est la version minimale des fonctions. Il n'y a pas rien de spécial avec cette appellation-là. Ce qu'on va souvent vouloir faire, c'est être capable de fournir des informations à la fonction pour qu'elle soit capable de faire des calculs. Puis, on va vouloir aussi souvent que la fonction me retourne ou me donne un résultat quelconque pour être capable de générer des calculs, générer des résultats, faire de la science des données. Fait que, on va avoir des variations sur la définition minimale. Donc, la première chose qu'on va aller voir, c'est le principe de paramètres d'entrée. Donc, on a déjà vu des fonctions qui avaient des paramètres d'entrée, des choses comme la fonction print elle-même, c'est une fonction qui a des paramètres d'entrée, parce qu'on y fournit de l'information à l'intérieur des paramètres. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir ce genre de fonctionnalité-là avec des fonctions qui sont définies par nous. Donc, on a la possibilité de créer d'autres fonctions. Oups. Je suis avec un caps lock. Donc, on va l'appeler fonction avec param. Donc, on a la prémisse initiale. Donc, je vais remettre le print fonction avec input. Puis, à l'intérieur de ceci, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans les parenthèses initiales du début des valeurs, en fait, pas des valeurs, mais des identificateurs qui vont nous permettre de dire, OK, ben, à cette valeur-là, à cette fonction-là, je veux que tu demandes ces informations-là pour que ça fonctionne. OK? Fait que ça va être des identificateurs, ça va être des noms de variables que je vais mettre dans cet élément-là. Admettons ici, on va dire, là ici, je n'ai pas de contexte à ma fonction. Là. Habituellement, ça serait les éléments contextuels. Mettons que je veux trouver l'aire d'un triangle à partir de sa base et sa hauteur. Ben, j'ai besoin de sa base, j'ai besoin de sa hauteur. Si j'ai besoin de trouver combien tu dois à ta session, j'ai besoin de t'as combien de cours, t'as combien de crédits, c'est quoi ton programme. Fait que on va les appeler ici juste var1 puis var2 par complètement besoin académique. Puis une fois qu'on a ça, on va être capable de rajouter quelque chose d'intéressant. OK? Quand j'ai des paramètres d'entrée qui sont inscrits dans ma définition, je vais pouvoir utiliser ces noms de paramètres d'entrée-là directement dans ma fonction, même si je n'y ai jamais assigné d'informations. Donc ici, c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose de nouveau. On va pouvoir utiliser dans la fonction le nom var1, var2, puis être capable de travailler avec. Fait que ici, je peux faire, mettons, print var1, print var2, print, puis on va dire fin de fonction. Fait que ça va bien avec ça. On a
la définition de la fonction. Donc, je l'exécute. Il ne se passe rien. C'est normal parce que j'ai juste défini qu'est-ce que la fonction va être. Je n'ai pas défini rien de ce qui se passe avec. Ben, je n'ai pas fait, d'appel à la fonction encore. C'est que quand je vais faire appel à la fonction, cette fois-là, si j'utilise juste des parenthèses tout seul, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, ça va me dire, hey, tu as créé une fonction qui a besoin d'avoir des paramètres d'entrée. Hein, donc, il appelle ça des arguments. Là. Ben là, ça ne marche pas là, parce que tu ne me les as pas donnés. Fait que on est capable de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Hein? Quand on a une fonction qui a besoin de paramètres, ben, ça va être à nous de fournir ces informations-là. Puis là, quand je vais exécuter cette fonction-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les valeurs que j'ai rentrées vont être assignées de manière comme temporaire, juste le temps de la fonction, aux paramètres d'entrée. Fait que le 34 va être assigné dans var 1, le 54 va être assigné dans var 2, puis là, je peux voir hein, là, les prints qui m'indiquent les valeurs de chacun. Puis là, si je réutilise la fonction avec d'autres valeurs, ben, c'est ces autres valeurs-là qui sont envoyées, ces autres valeurs-là qui sont utilisées. Un autre élément intéressant quand on travaille avec les paramètres d'entrée, c'est que on sait, hein, en fait, juste de notre utilisation déjà courante, on sait que quand on utilise des fonctions, on peut envoyer n'importe quelle expression ici. Là. Fait que je peux faire des choses comme x plus 5 et x plus 20. Puis, qu'est-ce qui va arriver ici? Ben, il va évaluer chacun de ces paramètres d'entrée-là avant de les envoyer. Donc, lui, qu'est-ce qu'il envoie dans var 1, là, dans mon var 1 qui est ici? Ben, il va envoyer x plus 5. À ce moment-là, x est égal à 50, fait que ça me donne 55. Puis après ça, quand je fais x plus 20, qu'est-ce qui va aller dans var 2? Ben, ça va être la valeur x à ce moment-là, qui est 50, plus 20. Ça me donne le 70. Donc, on a la possibilité d'avoir des paramètres d'entrée. Puis, quand on a ces paramètres d'entrée-là de définis, quand on fait un appel à la fonction, on est obligé de fournir ces paramètres d'entrée-là comme différentes expressions. Donc, ce n'est pas obligatoirement des valeurs directes, mais ça peut être une variable, ça peut être une variable avec d'autres opérations arithmétiques, tant que ça me donne une valeur qui peut être envoyée à la fonction pour être utilisée de manière temporaire. All right. Fait que ça va bien de ce côté-là. Donc, notre première variation, c'était le principe d'avoir des paramètres d'entrée pour être capable de fournir des informations préalables. On a une deuxième fonctionnalité possible quand on travaille avec les fonctions, qui est le principe de retour. Donc, quand on travaille avec les retours, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est qu'on veut que le résultat d'un calcul me soit retourné, me soit donné pour que je puisse utiliser à l'intérieur de mon programme de qu'est-ce que je suis en train de faire. OK? Fait qu'on avait vu des fonctions qui retournaient des choses. Attends, si... Mettons, je reprends un exemple qui me donne des fonctions. On avait... blablabla, je veux la vraie version, ouais. Built-in function, sum. Fait que on a une fonction de sommation qui existe, admettons.
si je me fais une liste de valeurs, liste de valeurs, 3, 4, 2, 10. Et là, je fais le print. Bon, mettons, je fais réponse qui est la somme de listes. Puis après ça, je vais faire un print de réponse, juste pour que ce soit bien en différentes étapes. Donc ici, j'ai une liste, hein, donc une structure de données qu'on a déjà vue. Puis là, ici, j'ai une fonction. Puis le principe de la fonction, c'est que ça prend en paramètre une liste, puis ça va me trouver la somme des valeurs, ce qui est à l'intérieur. Là, ici, je mets ça à l'intérieur d'une variable, puis là, j'affiche le résultat de cette variable-là. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le résultat de cette fonction-là qui est assigné à notre variable. Fait que ici, ce qu'on a, c'est une fonction qui a un retour. Donc, une fonction qui a un retour, c'est une fonction où le résultat va prendre la place de l'appel, va prendre la place de l'utilisation de la fonction. Ça veut dire que tu peux mettre un appel d'une fonction avec un retour n'importe où c'est que tu as une expression, n'importe où c'est que tu vas avoir une valeur, parce que ça te retourne une valeur. Mais puisque ça te retourne une valeur, ça veut dire que tu peux mettre pas mal ça autour d'autres opérations. C'est comme là, c'est la somme, c'est 21, mais si, admettons, je disais, prends la somme, fais plus 10, c'est ça qui va aller dans rep, ben, le principe, c'est qu'il va trouver 21 ici, fait que ça devient 21 pendant un instant, ça fait le résultat, ça devient 31, fait que c'est ça qui est assigné, puis c'est ça qui est affiché par la suite. Okay? Donc lui, il fait ça en étapes, puis il est capable de prendre d'une fonction le résultat, puis de venir remplacer l'appel avec le résultat. Fait que ici, on a une bonne présentation de qu'est-ce qu'une fonction qui a un retour. Là, la question qu'on peut se poser dans notre cas de création de fonction, c'est comment est-ce que je fais pour que moi, ma fonction, elle aille un retour? Excellente question. Étudiant fictif. Donc, pour que ta fonction aille un retour, on va continuer, puis aller voir le principe de retour, qui nous demande d'avoir, bon, la fonction de base. Il va avoir un mot-clé return à l'intérieur. Puis, une fois que tu as le mot-clé return, après le mot-clé return, tu vas dire, ben là, j'ai trouvé c'était quoi le résultat que je voulais. Fait que c'est ça que je renvoie. OK? Fait que si je me crée une nouvelle fonction, on va dire juste par facilité, on va se faire une fonction qui reçoit deux éléments. OK? Puis là, le principe, c'est que je veux calculer ça, OK? Fait que je peux, mettons, faire une réponse, puis je veux le multiplier les deux. Là, ici, c'est très académique comme fonction, là. Ça serait un petit peu trop petit pour demander d'être une fonction. C'est juste pour être capable d'avoir une version très clean de c'est quoi la syntaxe. Fait qu'une fois que j'ai ce que je veux, je peux faire un return. Donc, le mot-clé return. Puis là, après ça, une expression qui va être qu'est-ce que moi je veux retourner. Fait que j'ai calculé une réponse, puis là, je dis je veux la retourner pour qu'elle soit utilisable dans une fonction avec un retour. Fait que j'exécute ça, ça me donne rien, ça définit la fonction, je peux maintenant l'utiliser. Je peux l'utiliser aussi dans le même bloc de code. Donc ici, je peux dire donne-moi je veux CTRL Enter. Il y a de la misère, je pense que la page a eu un petit reload. Il s'est perdu en chemin. OK. Donc, on a ici la définition
de ma fonction. Là, ici, j'ai aussi utilisé des paramètres d'entrée. À l'intérieur, je fais des opérations, puis une fois que j'ai comme trouvé qu'est-ce que j'avais besoin, une fois que j'ai fait les calculs que j'avais voulu, je peux utiliser le mot-clé return, puis être capable d'avoir le résultat sortant. Fait que là, ça fait en sorte que quand je vais utiliser cette fonction-là, quand je vais faire l'appel de cette fonction-là, donc encore une fois, je peux utiliser des paramètres d'entrée. Les paramètres d'entrée sont envoyés dans l'ordre à chacun des paramètres. Ça fait les opérations, puis une fois que ça a trouvé le résultat retourné va prendre la place de l'appel. Donc, dans ce cas-ci, c'est envoyé 4 et 3. Ça les multiplie ensemble, ça me donne 12. Fait que quand ça retourne, ça transforme ça en 12. 12 est assigné dans le résultat, j'affiche le résultat, ça me donne le 12. Encore une fois, le principe, c'est que ça remplace l'appel. Ça veut dire que si je mets ça dans un restant d'opération, ça se fait modifier. Hein, ça donne un résultat qui est le résultat de l'autre opération par la suite après l'appel. Fait que là, ici, il y a des choses, des raccourcis qui peuvent s'installer quand on travaille avec ce genre de possibilités-là, parce que si on regarde ici, on a rep qui est directement envoyé, mais en fait, le return, il prend une expression directement. Là. Fait que j'aurais pu à la place d'avoir une variable intermédiaire hein, qui fait rien de spécial, directement dire je retourne le résultat de A fois B. Encore une fois, le but de cette fonction-là est vraiment de juste montrer la syntaxe puis la fonctionnalité. D'avoir une fonction qui fait juste multiplier deux nombres, c'est pas la chose la plus conviviale ou utile dans notre vie. Mais si j'exécute ça, la fonctionnalité ne change pas. Même principe, en fait, avec notre print, hein, juste par principe, on a encore une fois un résultat intermédiaire qui est ultimement pas nécessaire. Donc, des fois, on peut quand même en rajouter juste pour avoir plus de... une meilleure visualisation, d'être capable de savoir c'est quoi les noms des choses que je suis en train de faire. Mais le principe, c'est que j'ai encore une fois la même fonctionnalité ici avec j'ai multiplié deux nombres, ça fait plus 5, puis je fais un retour. Il faut faire attention quand on a des returns à ne pas se confondre avec l'utilisation d'affichage. Fait que là, la question qu'on peut se poser, c'est OK, mais comme on avait vu comment afficher des choses avec le print, pourquoi est-ce que maintenant on a un return? Est-ce que ça change quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Fait que si j'essaye d'exécuter ça, je peux voir que ça ne fonctionne pas. La première chose, c'est, bon, je peux voir que le premier print apparaît. OK? Puis, je peux voir ici que quand il fait le multiplication avec des deux prints de 4, 3, il envoie le 4, il envoie le 3, puis là, il va faire le print A fois B. On le voit ici, le 12, il apparaît. OK? Mais là, la problématique, c'est si je retourne rien, là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas parce que j'ai affiché 12 que ça se transforme en quoi que ce soit. OK? Fait que pour mieux le comprendre, on va enlever le plus 5. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, quand j'affiche multiplie 2 par print, donc il fait le print, il fait afficher le 12. Puis après ça, quand j'ai aucun élément, lui, il se transforme dans une valeur spéciale qui est la valeur none. Donc la valeur none, c'est l'absence de valeur. Hein? Puisque j'ai rien retourné, ben, le retour, le résultat du retour est vide, est nul, est à none. Fait que ce print-là ici, c'est lui qui affiche le none parce que cette fonction-là, ce n'est pas une fonction qui a un retour, c'est juste une fonction qui fait de l'affichage
Donc, je ne peux pas l'utiliser avec d'autres opérations. Comme ici, admettons, si je remets le plus 5, ça me génère une erreur parce que j'essaie de faire un plus entre un int, bon 5, puis un untype, quelque chose qui n'a pas rapport, qui est un manque de valeur. Donc lui, il est comme, moi, je ne suis pas capable de faire des additions entre rien puis 5. Fait que j'arrête là, deal avec tes affaires. Parfait. Fait que ça va bien. Fait que le principe ici, c'est que quand on travaille avec des fonctions, la majorité du temps, la fonction va avoir des paramètres d'entrée pour dire voici les informations que j'ai besoin. Puis il va avoir des retours pour dire voici le calcul que je t'ai donné. Donc nous autres, on travaillait beaucoup avec le principe de input, le principe de print, pour être capable d'avoir comme une boucle complète. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va éviter le plus possible. Donc, on ne veut pas dans nos fonctions, habituellement, d'avoir de input, puis on ne veut pas avoir de print à l'intérieur de nos fonctions. Fait que, habituellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que j'ai une fonction qui me donne quelque chose d'intéressant, ce que je peux faire, c'est, à l'extérieur de la fonction, être capable de dire, ben, moi, je veux mon in1 qui va être le premier input. Puis là, je peux dire première valeur. Puis là, je peux reprendre ça, puis dire in2. Puis là, je peux utiliser ces résultats-là, OK, pour être capable de faire un appel avec in1, in2. Donc, j'ai encore ma fonction, mais ma fonction reçoit seulement des paramètres, fait seulement des calculs, n'a pas de print, n'a pas de input. Si je veux en faire, je vais habituellement les faire à l'extérieur, parce que le but de la fonction, c'est vraiment le petit bout de code que je vais être capable de répéter, que je vais être capable de réutiliser, que je vais être capable de plugger un peu partout. Fait qu'habituellement, ça va être l'utilisation de formules, l'utilisation de séries de calculs à faire à partir d'un contexte qui est toujours commun. Fait que si je peux dire, mettons, 3, 6, puis là ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de mettre ça en int. Et par défaut, input me retourne des chaînes de caractères. Fait que avec ces deux éléments-là, je suis capable de les multiplier, puis que ça me donne le résultat de l'appel de ma fonction. Donc là, ici, j'ai mon input, j'ai mes prints, mais je les ai à l'extérieur de la création de ma fonction. Fait que si on regarde quelques petits exemples, on peut avoir, mettons, le principe de une fonction qui reçoit contextuellement des choses qui me permettent d'implémenter une règle que j'ai pas besoin après ça de me souvenir par cœur. Fait que, mettons, je veux trouver l'aire d'un triangle. Je vais avoir la base, je vais avoir la hauteur. Puis là, ici, je peux trouver la base à la hauteur divisé en deux, c'est ça qui me donne l'aire. Puis une fois que j'ai cette définition de fonction-là, là, je peux commencer à l'utiliser pour être capable d'avoir des résultats intermédiaires, commencer après ça d'utiliser ces résultats intermédiaires-là avec d'autres structures de contrôle, comme les books, comme les conditionnels, puis trouver des résultats qui sont intéressants par rapport à ça. Fait que, même principe, on a un autre élément par contre qui est intéressant aussi quand on travaille avec les retours. Donc le principe du return, je peux le mettre à plusieurs endroits dans mon code. Donc là ici, je peux voir, j'ai un premier if avec un return, j'ai un else avec le return, pour trouver si le nombre est impair. Ici, on va le reprendre, puis on va s'amuser un petit peu avec ça.
Donc, le but ici, c'est de dire est-ce que c'est impair ou pas. Fait que pour tester ça, on avait vu le principe du modulo quand on avait regardé les structures de contrôle il y a quelques semaines, puis on avait parlé du modulo 2 qui me permet de détecter si quelque chose est pair ou impair. Fait que ici, on a le modulo 2, si ça me donne 1, c'est que c'est pair, donc ça devient vrai dans ce cas-là. Sinon, c'est false. Fait que si je regarde est-ce que 4 est impair, c'est false. Ici, j'ai 2 returns. C'est correct d'avoir 2 returns. Premièrement, parce que le if ici est mutuellement exclusif, que ça va faire l'un ou l'autre. Mais deuxièmement, parce que, en fait, quand je tombe sur un return, dès qu'il tombe sur le return, il n'ira pas faire le reste. OK, donc si, admettons, ici, j'écris un print, et je marque après les returns, même s'il exécute la fonction, il va le faire, puis il va le tester, là, il va tomber dans le else, il va faire return false, ben, à ce moment-là, il va dire, OK, quand tu me dis return, c'est qu'on a réussi la fonction, là, on a trouvé ce qu'on voulait. On n'a plus besoin de faire le restant de la fonction. Donc, dès que je tombe sur un return, il va arrêter l'exécution, il va revenir où c'est qu'il était, puis ça va venir prendre la place de... le résultat va venir prendre la place de l'appel. Donc, faire attention, les returns, ça arrête l'exécution de la fonction dès qu'on en rencontre un. Parfait. Donc ici, vous allez voir quand on regarde la documentation, il va souvent avoir une définition des fonctions. Mettons qu'on retourne voir, je ne sais pas moi, pandas merge. Donc, quand on veut décrire une fonction, on va avoir une description de la fonction. On va avoir une liste des différents paramètres, une liste des retours possibles et habituellement des exemples de la fonction. OK, donc on va avoir ça dans une espèce de bloc de texte, puis après ça, les instructions. Si on voit, en fait, là, quand on va voir la documentation de différentes méthodes, on peut ici cliquer sur source, puis ça va nous apporter dans le code source lui-même. Là. OK, donc ici, c'est des fonctions. Là. OK? Donc, ces différentes fonctions, là, il y a un petit peu plus de stock que nous, on n'a pas vu, là, fait qu'on n'ira pas trop dans les détails de ça. Mais c'est le principe que c'est des définitions de fonctions avec des instructions à l'intérieur. On peut voir ici, c'est des if, OK, il y a des for. Donc, c'est toutes des choses que on est rendu conscient de qu'est-ce que c'est. Là. Mais avant de commencer les instructions, il y a à l'intérieur une documentation de la fonction qui décrit c'est quoi les différents paramètres, c'est quoi les différentes possibilités, c'est quoi le retour. OK? Donc, quand on décrit des fonctions, on va vouloir avoir un bloc de documentation qui vient avec pour décrire c'est quoi le but de cette fonction-là. On a quelques petits éléments tannants qui vont venir avec la gestion des fonctions. Le premier, c'est le principe de la durée de vie des variables. Donc, j'y étais un petit peu tantôt avec ça, mais quand on utilise une fonction, là, OK? Donc ici, j'utilise plusieurs fois cette fonction-là avec des paramètres d'entrée. Le principe, c'est que qu'est-ce que j'envoie ici, là? Ça va être la valeur 34. OK? Ça ne sera pas le directement, mettons, le x plus 5 que j'envoie. Là. Ça va être le résultat de l'opération x qui est 50 plus 5, ça me donne 55. Donc, qu'est-ce qui est envoyé ici? C'est le 55. Puis, cette valeur-là existe seulement durant l'exécution de la fonction. Si après l'exécution de la fonction, je te demande c'est quoi print de var 1, il va faire, ouais, var 1, je le connais pas, moi, là. Parce que quand on exécute une fonction, on a un contexte qui se crée qui va seulement, comme un espace okay, qui existe seulement durant l'utilisation de la fonction, dans lequel les différentes variables vont exister, même si je rajoute moi-même des variables, ou si, mettons, je dis que var 1 est égal à var 1 plus 5. Cette variable-là ne sort pas du contexte de la fonction.
Donc, on a le principe de, OK, quand je suis en train de faire une fonction, c'est quelque chose de très spécial. Ça se crée son propre comme mini-environnement où c'est que je peux mettre des variables. Puis une fois que cette fonction-là se termine, les variables disparaissent. Puis non seulement ça, quand on envoie des informations, les informations sont envoyées avec les valeurs qui se rattachent à ces éléments-là. Pas à qu'est-ce qui est comme écrit ici, là. Donc, c'est pas x plus 5 qui est envoyé, c'est le résultat de cette opération-là qui est x étant 50 plus 5, ça me donne 55. C'est 55 qui est envoyé, il n'y a pas de lien avec le x. Pour être certain de bien comprendre ce principe-là, on va se donner un petit test. Donc, ici, on a un exemple de passage par valeur. C'est le nom de qu'est-ce qui se passe quand j'envoie les informations. Fait que moi, ici, j'ai l'appel de cette fonction-là. OK, un programme principal. Puis là, je me demande qu'est-ce qui va arriver quand je vais avoir le print à la fin. Fait que, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer là-dessus. En fait, c'est en plus le temps de prendre une première petite pause. Fait que prenons une pause jusqu'à 7 heures. Puis en revenant de la pause, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce petit programme-là. Donc, vous pouvez le regarder un peu au début de la pause. Vous demandez c'est quoi. On revient à 7 heures, donc pause, avec un retour à 19 heures, pour regarder le résultat du passage par valeur. À tout de suite, tout le monde. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça nous donnait avec notre petit exemple de tantôt. Donc, on va recopier cette partie-là, puis on va venir l'exécuter à l'intérieur de notre environnement pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, on a le principe d'une fonction qui va recevoir 2 paramètres, puis qui va avoir à l'intérieur des instructions, créer des variables, puis qui va trouver le résultat de Z. Fait que là, ici, pour être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, on va comme annoter, puis on va le faire dans notre tête, puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Fait que je vais me faire ici un petit commentaire où c'est que je vais m'écrire la valeur de chacun. Où c'est que je commence, hein? Puis là, ici, j'ai 3 assignations, X, Z et Y. Que moi, je vais les mettre en ordre alphabétique. On m'aide un petit peu. Le Z, c'est 8 à ce moment-là en mémoire. OK? Fait que là, ici, j'ai l'utilisation de passage par valeur. Fait que la première chose qui se passe, c'est que moi, j'envoie 2 paramètres. OK? Fait que là, le principe, c'est que c'est pas directement ces valeurs-là qui sont envoyées, hein, c'est bien les valeurs qui sont envoyées. Fait que si on peut voir qu'on envoie la valeur 6 en premier et le deuxième, ça envoie 4. OK? Donc, ce que je peux voir ici, c'est que ça l'a envoyé 6 et 4. Et si je peux le noter, ça reçoit 6 dans X et 4 dans Y. Là, ici, de l'avoir fait vraiment décortiquer comme ça me permet de ne pas me faire avoir par le fait que ici, les noms de variables sont comme inversés. Là. Hein? Fait que quand ici, je travaille avec X, pendant que je suis en train de le faire à l'intérieur de ma fonction, c'est ce X-là que j'utilise. Ce n'est pas le X de l'extérieur, parce qu'on a dit que ça se créait son propre contexte. Entre les contextes, les variables ne se connaissent pas nécessairement. Donc, on a ici un deuxième contexte où X va avoir 6 à ce moment-là, puis
y va avoir 4. Fait que là, ici, on dit que x est égal à x plus 2, donc 6 plus 2, ça me donne 8. Ensuite, on continue, on est rendu à y est égal à y moins 2, ça me donne 2. Et ici, on a x moins y plus 2 qui me donne z. Donc, dans mon z, je vais avoir x moins y plus 2. Fait que 8 moins 2 plus 2, ça me donne 8 à nouveau. Fait que là, ici, ce qui est retourné, c'est la valeur 8 qui est retournée. Donc, quand ça ici, ça s'exécute, avec les différents paramètres qu'on a vus, on a pu voir qu'on faisait tous les éléments, puis ça finit par retourner 8. Fait que ça devient directement la valeur 8. Ce qui va faire en sorte que ce 8-là va être assigné dans X. Donc ici, ça va être le 8. Puis là, ça devrait... Après ça, j'ai le print. Fait que je devrais voir 8, 6, 8. Voyons voir si je remets les choses à l'envers. À l'endroit plutôt. Je peux bien voir que ça me donne à la fin 8, 6, 8. Fait que ici, on peut bien voir comme le mécanisme du contexte qui existe seulement à l'intérieur de la fonction, le principe de l'envoi de valeurs plutôt que d'envoyer comme une variable ou quoi que ce soit d'autre qui est relié. Donc ça nous permet de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec les éléments spéciaux qui existent quand on utilise une fonction. Fait que ça fait le tour de notre premier sujet de la soirée. Notre deuxième sujet de la soirée, ça va être la suite de qu'est-ce qu'on avait regardé et puis on avait parlé la semaine passée. Donc la semaine passée, on avait parlé de conception de base de données. Donc on s'était posé comme question, OK, si j'ai une problématique initiale, qu'est-ce que je peux faire pour être capable de construire ma propre base de données? Puis, qu'est-ce que je vais apporter comme information? Comment je fais pour décider c'est quoi les différentes tables et ainsi de suite. On s'était dit que ça allait se faire en 3 différentes étapes. Okay? La dernière étape étant la création du schéma en SQL, donc avec des commandes spéciales comme les create tables, des choses comme ça. Nous, ce qu'on va voir, ce qu'on avait vu comme première étape, c'était la création du diagramme de classe, qu'on appelle le modèle conceptuel, qui me permettait de mettre les idées des éléments, puis les relations, les associations entre chacun de ces éléments-là en jeu. Donc, on parlait de diagrammes, on parlait de faire des boîtes, on parlait de faire des éléments à l'intérieur. Donc, nous, on avait ce principe-là on s'attarde à c'est quoi les différentes boîtes, c'est quoi les différents attributs qui vont ultimement être les colonnes. Mais on se borderait pas trop avec le principe de restriction qu'allait nous apporter une base de données. On pensait pas à des clés ou des choses comme ça. Donc, on va avoir aujourd'hui une étape intermédiaire, donc entre la création du diagramme de classe et la génération du code SQL, on va avoir une étape entre les deux, qui va être la création du diagramme d'entité-relation. Ou en anglais le Entity Relationship Diagram ou le ERD. Pour être capable de voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire entre les deux, on va sortir un gentil petit logiciel. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard, ce logiciel-là. On va juste l'utiliser pour visualiser différentes bases de données, différents diagrammes. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle Visual Paradigm. Donc, son but, c'est littéralement de créer des diagrammes. Fait que c'est vraiment notre but de qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. On peut voir en fait qu'il est conscient en plus des différents types de diagrammes que nous on connaît et qu'on va vouloir utiliser. Donc on peut voir ici, attends, je vais être un petit peu plus gros. OK. Donc on peut voir ici que ça me permet de faire des diagrammes UML. Oh, attends, il faut que je partage la bonne chose aussi. Ouais, non, on est correct. Donc des diagrammes UML, dont le diagramme de classe que nous on a utilisé la semaine passée.
Puis, on peut voir aussi que ça va être capable de faire le Entity Relationship Diagram. OK? Donc, on va aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe avec les diagrammes de classe, puis comment est-ce qu'on peut travailler pour prendre des éléments d'un diagramme de classe puis de les convertir en diagramme d'entité-relation. Ici, on va se créer quelque chose de très simple. OK? Donc, le principe, c'est... Attends, on va le mettre un petit peu plus gros, comme ça. Mettons ici, j'ai un student. OK? Puis, à l'intérieur, on va voir que je peux rajouter des choses comme un matricule, un nom, un prénom. OK? Puis, on peut avoir une autre classe. Qui va être, mettons, le... Des choses comme ça. OK. Fait qu'on a à l'intérieur deux classes, puis là, on peut même mettre les associations, là. Ici, comme ça. Donc, puis on avait vu aussi que quand on travaille avec les associations, on a le principe qu'on peut mettre association, mettons, genre étoile, puis... donc, on avait vu ce genre de diagramme-là possible. Donc, quand on travaille avec un diagramme de classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune, on va passer à travers des étapes pour être capable de se créer le diagramme d'entité-relation. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le diagramme de classe, on disait la semaine passée que la conception, c'était très flou, il n'y avait pas vraiment de réponse magique, il fallait comme travailler sur le problème, être conscient et des experts. Quand on travaille dans la conversion d'un diagramme de classe déjà fait au diagramme d'entité-relation, là, c'est vraiment juste une série de règles que tu appliques de manière très bête. Donc, on va avoir 3 étapes pour être capable de créer, à partir d'un diagramme de classe, le diagramme d'entité-relation. Donc, on va avoir la première qui va transformer les classes en entités qui vont devenir ultimement les tables. On va avoir l'ajout de clés primaires, puis on va avoir la transformation des associations. On va aller voir comment est-ce qu'on fait chacune de ces choses-là en se créant un deuxième diagramme. Moi, je veux un deuxième diagramme que je vais faire vide. Puis qu'on peut aller facilement travailler avec. Parfait. Donc, la première étape, c'est je regarde mon diagramme de classe. Puis, ce que je vais vouloir faire, c'est être capable de prendre chacune des classes, puis de créer des entités qui vont être avec les mêmes informations. Puis là, ici, les entités, je ne les ai pas mis là, mais on peut aussi, mettons, mettre... mettons que ça, c'est juste des chiffres, là. On peut mettre ici des types. Avec nos connaissances, on sait qu'avec le 2 points, c'est les différents types. Donc, on a cette prémisse-là. Donc là, je vais aller prendre chacune des classes. Je vais aller dans mon diagramme d'entité-relation. Puis, je vais venir créer les mêmes boîtes. C'est juste que là, ça ne s'appellera plus des classes, ça va s'appeler des entités à la place. Encore une fois, ici, le principe, c'est que je ne démontre pas l'utilisation du programme lui-même. On va le regarder un petit peu plus tard. C'est juste pour démontrer de quoi ça a de l'air quand on l'écrit.
Donc, on va avoir un qui est student. On va avoir un qui est teacher. OK. On met ça un petit peu plus gros pour qu'on puisse bien voir les choses. Puis là, à l'intérieur, je vais vouloir rajouter les différentes informations, les différents attributs. Maintenant, ça devient des colonnes. Fait que des choses comme le matricule, des choses comme le first name, aussi, et le last name. OK. Puis là, le principe, c'est que je peux changer après ça les types pour que ça soit congruent avec les types des bases de données. Après, c'est ici, on avait aussi salary. Des choses comme ça. Donc, on a le principe que à ce moment-là, les différentes colonnes, non, on a vu aussi que quand je les écrivais, on était obligé d'avoir des types. Donc, quand on travaillait avec le diagramme de classe, les types, c'était comme semi-optionnel. Nous autres, on se disait que c'était important pour nous, pour notre futur. Bien là, quand on est rendu dans le diagramme d'entité-relation, les types sont obligatoires. Et les types vont être des types qui travaillent sur des bases de données. Donc, ce ne sera plus des strings comme en programmation, ça va être rendu des varchars, okay, des valeurs numériques, tous les éléments, tous les types des bases de données spécifiques qu'on aurait besoin. Avec ça, on a aussi la possibilité de rajouter quelques caractéristiques sur les colonnes. Donc, on a la possibilité, quand on travaille avec des bases de données, d'avoir des informations qui sont nulles dans les différentes colonnes. Donc, on est capable de dire ici, ben, est-ce que la colonne, elle est nullable ou pas? On a aussi la possibilité de dire que la colonne peut être unique. Donc, je peux ici cliquer sur des boutons, là, faire en sorte que c'est unique. Encore une fois, le principe, c'est pas de regarder le logiciel cette fois-ci, mais juste de comprendre les diagrammes qui en découlent. Donc, on a cette capacité-là à dire voici des éléments qui travaillent avec notre... Mettons ici, je ne veux pas que ça soit nullable, le matricule, parce que j'ai besoin absolument de l'avoir. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être indiquées quand je transforme mes classes en entités. Fait que ça, c'était ma première étape, de prendre les classes, venir les domper. Pardon. Venir les déposer en tant qu'entité, puis de venir travailler sur les propriétés de chacune des colonnes. Deuxième étape, c'est le principe d'ajouter l'information pour avoir une clé primaire. Donc, on avait jasé que quand on a des tables dans une base de données, il faut être capable d'identifier de manière unique chacune des lignes des tables. Pour être capable de faire ça, on allait identifier une ou plusieurs colonnes comme étant une clé primaire de la table de l'entité qui va nous permettre de dire, ben ça ici, c'est là-dedans qui va avoir juste des informations uniques que tu vas pouvoir utiliser, toi, pour te classifier, pour te retrouver, pour être capable d'utiliser correctement la base de données. Donc, quand on a des entités, on a deux choix possibles. Soit que la clé est déjà présente dans les attributs. Comme ici, dans mon étudiant, j'ai déjà le matricule. Là. Cette information-là, c'est une clé primaire de base. Il n'est pas supposé en avoir deux matricules de même. Ça devrait être une information unique et identifiante. Fait que je peux ici, à la place que ça soit unique, venir le transformer, là, puis qu'on vienne mettre une petite clé
hein, qui indique que ça ici, c'est la clé primaire de cette table-là. La deuxième possibilité, c'est quand je n'ai pas de clé primaire qui vient avec. Quand je n'ai pas de clé primaire qui vient avec, ça va être à moi de générer cette clé primaire-là. Ça va être à moi de créer ce qu'on appelle une clé artificielle. Donc, quand j'ai une entité qui n'a pas de clé qu'on dit naturelle, donc qui est déjà présente, ça va être à moi de rajouter une colonne, OK? Habituellement avec un nom de ID ou ID de quelque chose. Puis, c'est cette information-là qui va être, si je la mets en haut pour qu'on soit bien clair. OK? Donc, c'est moi qui ai rajouté cette colonne-là. Elle n'existait pas dans le diagramme de classe. Puis, c'est parce que nous, on va en avoir besoin quand ça va être rendu dans la base de données. Fait que ça, c'était notre deuxième étape, l'ajout ou l'identification de la clé primaire. La dernière étape, ça va être la transformation des associations. Donc, on avait vu qu'il existe... Attends, je vais revenir ici. Je vais revenir ici. J'ai perdu ma fenêtre. Donc, on avait vu que quand on travaille avec les différentes associations, on avait le principe de la multiplicité. OK? Donc, quand on travaille avec la multiplicité, on va avoir deux cas possibles. OK? Donc, on va avoir un premier cas où... attends, on va le faire dans l'autre sens, en fait. Juste un petit peu plus legit. Fait qu'on va dire que pour les étudiants, hein, puis quand on lit la multiplicité, on part toujours de un étudiant est relié à un enseignant. Puis là, on dit qu'un enseignant est relié à plusieurs étudiants. Donc, on avait vu le principe de navigabilité. Quand on va travailler dans les bases de données, ce principe-là n'est pas quelque chose qui est transformable. Donc, nous, la chose sur laquelle on va s'arrêter, ça va vraiment être les valeurs dans la multiplicité des choses. Donc, dans notre premier cas, où on a une association de 1 jusqu'à quelque chose d'autre, ce qu'on va vouloir faire, c'est être capable de faire un lien entre les deux, être capable de dire, l'étudiant, je veux savoir c'est à quel enseignant il est rattaché. Fait que pour être capable de faire ça, il va falloir rajouter dans la table étudiant une autre colonne qui va être une clé étrangère. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi. C'est là-dessus qu'on faisait les jointures, c'est là-dessus qu'on faisait les merges. Donc, pour être capable de relier des informations ensemble, il faut être capable d'avoir cette information-là quelque part de sauvegarder. Donc, quand on travaille avec ce genre d'association-là, de 1 à plusieurs, je peux aller... Oups, c'est ce que je vais faire. Il dit, je peux aller... venir faire une association. Puis là, ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans les diagrammes d'entité-relation, tu peux seulement avoir des 1 à étoile.
OK? Il n'y a plus de principe de multiplicité avec différentes choses, de 0 à quoi que ce soit. C'est 1 ou c'est étoile. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, on a ici 1 ou 0 en fait, là, parce qu'on va pouvoir le mettre nullable, mais le principe, c'est qu'on a dans notre étudiant, OK, maintenant, on a une nouvelle colonne qui va venir faire référence à notre enseignant. Fait que le principe, c'est que si j'ai un étudiant, dans la table, dans la ligne, il va avoir une colonne qui va dire, ben, j'ai l'enseignant 18 qui est rattaché à cet étudiant-là. Si on veut que l'étudiant puisse ne pas avoir d'enseignant rattaché, on peut indiquer que la colonne est nullable avec un petit n, puis là, il y a différents symboles dépendamment de quel logiciel de visualisation tu es en train d'utiliser. Fait qu'on a le principe de quand j'ai de 1 à plusieurs, on a un élément additionnel qui vient d'être attaché. Mais là, ça fait en sorte qu'on a une problématique quand vient le temps d'avoir l'autre type de relation qui est de plusieurs à plusieurs. Si on retourne dans mon diagramme de classe, si j'ai le droit d'avoir plusieurs enseignants pour chaque étudiant, puis pour chaque enseignant, j'ai le droit d'avoir plusieurs étudiants, pour chaque étudiant, j'ai le droit d'avoir plusieurs enseignants, hein, de plusieurs à plusieurs. Donc, il n'y a pas de 1 sur aucun des bords. On va avoir de la misère à représenter ça. Attends, là, je vais déliter celui-là. Déliter cette partie-là. Je vais avoir de la misère à représenter ça dans mon diagramme parce que je ne peux pas avoir plein de colonnes de plus. Si ce professeur-là, il y a 10 étudiants, puis si cet étudiant-là, il y a 3 enseignants, je ne vais pas commencer à avoir un paquet de colonnes entre les deux pour être capable de représenter toutes les variations possibles. Puis je ne sais même pas combien il va en avoir de résultats. Fait que quand on travaille avec cette variation-là, on va avoir un cas spécial. OK? Donc, en fait, on peut directement le faire. Le logiciel est conscient de ce qui va se passer. Fait que je veux ici le many-to-many, donc de plusieurs à plusieurs. Puis quand je les relie ensemble, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une table intermédiaire. Fait que ça va devenir de 1 à plusieurs, puis de plusieurs à 1. Donc, ça me permet de garder la logique des bases de données sans pour autant être contraint à commencer à rajouter un paquet de colonnes. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on avait vues quand on travaillait avec les différentes tables. Puis là, on peut commencer à faire des jointures pour être capable d'aller chercher tout ce que j'ai besoin d'un bord ou de l'autre. Fait que là, le principe, c'est que dans cette table-là du milieu, je vais avoir l'étudiant 1, il est avec le prof 1. L'étudiant 1, il est aussi avec le prof 4. Puis l'étudiant 1, il est avec le prof 8. Puis là, l'étudiant 2, il est avec le prof 4. Puis l'étudiant 2, il est avec le prof 8. Puis Fait que là, ici, chaque ligne va représenter une paire qui s'est formée entre les étudiants et les enseignants. Fait que quand on veut représenter les associations du diagramme de classe, on va avoir 2 différentes possibilités. La première possibilité, ça va être avoir un one-to-many. Oups. Donc ça ici, c'est la version facile où c'est que celui-là qui reçoit le many va avoir une colonne de plus qui va être rajoutée. Fait que ça me permet de faire le lien entre cet étudiant-là et relié à cet enseignant-là. Puis, deuxième cas, quand on travaille avec des associations, on a le many-to-many. Fait que dans ce cas-là, ça va être une table intermédiaire qui va être créée entre les deux, qui va nous permettre d'aller regarder les relations spécifiques sans avoir à rajouter différentes colonnes additionnelles.
Parfait. Fait que ça fait le tour des 3 étapes qui sont nécessaires pour transformer le diagramme de classe en diagramme d'entité-relation. Donc là, on a été capable de faire notre première étape qui était la conception initiale avec le diagramme de classe. On se demandait comme c'était quoi les idées générales. Après ça, là, on vient de voir comment prendre ce diagramme de classe-là puis de le convertir en diagramme d'entité-relation, ou en anglais le Entity Relationship Diagram. Puis une fois qu'on a ça, on va avoir en dessous de ça le SQL qu'on va voir dans les prochaines semaines pour être capable de créer les différentes tables dans la base de données, puis de pouvoir vraiment avoir cette table-là qui est disponible, utilisée, et qu'on peut aller rajouter des données à l'intérieur pour pouvoir ensuite les exploiter. Hein, ce qu'on fait depuis le début de la session, dont on avait des bases de données déjà préfaites qui nous permettaient de travailler avec ça. Ça fait déjà le tour des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, on a eu 2 sujets ensemble. Un premier sujet sur les fonctions qui sont des blocs de code qui vont être réutilisables à n'importe quel moment dans mon programme. On a vu le principe que les fonctions ont des paramètres d'entrée, puis peuvent avoir des retours. Puis on a vu le principe de conversion de diagramme de classe en diagramme d'entité-relation. Donc cette semaine, on travaille majoritairement dans le laboratoire sur le principe de fonction et la partie de programmation. Donc on retourne ici dans les ateliers. On va, dans l'atelier 6, avoir les fonctions qui sont à faire cette semaine. Donc, comme d'habitude, vous avez les solutions qui sont disponibles sur le site de cours, mais ces solutions-là ne sont qu'à regarder une fois que vous avez complété les différents exercices. Vous avez aussi vous pouvez aussi aller aux ateliers, soit le vendredi ou le samedi, qui vont vous permettre de consolider ces informations-là, avoir d'autres questions, être capable de travailler en laboratoire pour pouvoir mettre ça en pratique. Et ce serait tout pour nous en cette belle soirée. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour aller entamer notre dernier gros bloc, notre dernière grosse étape qui va être le principe de la visualisation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre nos résultats qui sont dans des data frames, qui sont dans un paquet de données vraiment opaques, puis il est capable de présenter ça d'une manière qui est facile, conviviale, habituellement avec des graphiques. Puis comment est-ce qu'on fait pour être capable aussi de rajouter de l'interactivité dans ces graphiques-là, pour être capable de mettre des fils, pour être capable d'aller chercher juste l'information que moi j'ai besoin pour aller dériver le plus de connaissances de ces résultats-là possible. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Et il est presque pas encore nuit, là. On va commencer à avoir du clair. Et qu'il y a encore le temps de sortir dehors. Bonne soirée.